je m'excuse pour mes petites vacances, hein. Il y a longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Mais le problème, c'est que, pour tout vous dire, depuis 6 ans que je fais des vidéos, j'en suis à 240, je ne sais combien, et j'en avais un petit peu marre, voilà. Donc, je me suis permis un petit repos cet été. Donc, on va continuer sur toujours les camping-cars et sur l'autonomie, bien sûr. Et ça sera la dernière vidéo, d'ailleurs, pour clôturer le sujet. Donc, beaucoup de gens se demandent comment évaluer le nombre de panneaux et le nombre de batteries nécessaires pour être plus ou moins autonome. Alors là, je vais vous montrer un petit site. Et je vais vous montrer après ma consommation, enfin moi, ce que je vais dépenser. Donc la première chose, c'est évaluer tous ces consommateurs, combien de temps vous allez utiliser tel et tel appareil, en connaissant bien sûr leur puissance. Et puis vous allez définir la puissance journalière que vous allez consommer en fait, voilà, tout simplement. Donc ça sera après, je l'ai fait sur un tableau, mais c'est à l'étage, je vous montrerai ça. On va aller sur un site qui s'appelle alors je vais vous le mettre tout de suite, PVGIS. Voilà, c'est un site de la Commission européenne. Et toutes les données sont prises par satellite et sont très précises. Donc vous avez ici panneau photovoltaïque performance avec le tracking et ainsi de suite. Ici la radiation solaire et c'est ce qui va nous intéresser. Et puis typical météorological hier. On va cliquer en bas sur Solar Radiation. Voilà. Vous voyez que vous avez une carte là qui apparaît sur votre gauche. Vous avez ici, alors la carte bien sûr ça va être pour choisir un lieu. Plus, voilà, vous pouvez faire bouger la carte avec la souris bien sûr. Vous pouvez également la zoomer jusqu'à une maison, jusqu'à la taille d'une maison. Donc on peut vraiment choisir un endroit bien précis. Vous voyez que vous avez différentes couleurs. Dans le nord c'est plutôt bleu, c'est là où il y a le moins d'irradiation solaire. On va dire zone sud-Espagne, enfin Espagne, Italie, Turquie, tout ça, on est en jaune. Et le sud de la France aussi un petit peu. Et puis après, on devient orange marron, Afrique centrale, enfin Afrique du Nord, voilà, le Sahara, Niger, Tchad, Mali, voilà. Donc c'est là où vous aurez le plus d'irradiation, bien sûr. Donc suivant l'endroit où vous allez voyager, vous allez avoir une irradiation différente, donc il va falloir mettre des panneaux et des batteries différentes, hein, tout simplement. Vous avez sur le côté droit plusieurs possibilités, parce que ça c'est quelque chose, c'est un calculateur, hein, bien sûr, qui va vous permettre de calculer absolument tout. Si vous avez une installation couplée au réseau, c'est-à-dire pour une maison qui est couplée au réseau, pour des panneaux photovoltaïques, suiveurs, c'est-à-dire qui s'orientent avec le soleil. Vous avez pour une installation hors réseau, donc en camping-car c'est notre cas, nous sommes hors réseau. Vous avez des données mensuelles, des données quotidiennes, données horaires et ainsi de suite. Donc c'est très très précis. Nous allons cliquer sur hors réseau. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Base de données du rayonnement solaire, PVGIS, SARA. Alors, SARA, c'est un protocole en fait qui récupère les données satellitaires de 2 satellites qui sont géostationnaires. Donc il vous indique, enfin voilà, c'est le protocole. Vous pouvez rester là-dessus, c'est très bien. Ensuite, ils vont vous demander la puissance de crête, donc la puissance de crête des panneaux solaires, le WP, de vos panneaux. Alors on va prendre le cas d'un camping-car tout à fait ordinaire. Vous voyez, on peut cliquer dedans et on va pouvoir changer les valeurs. On va mettre 240 watts. Par exemple, 2 panneaux de 120 watts, comme on voit assez souvent sur les camping-cars de loisirs, voilà. Donc, on va dire qu'il y a 2 panneaux de 120 watts sur le toit. Ça fait 240. Capacité de vos batteries en watts-heure. Alors, beaucoup de constructeurs ne mettent pas
la puissance de la batterie en wattheure. Généralement, il la donne en ampères-heure. Mais P égale UI, tout simplement. Donc, vous prenez votre petite calculatrice. Alors, on va parler, bien sûr, dans le cadre d'une batterie LiFePO 4, qui a normalement, quand elle est chargée, une tension de environ 13,2 volts. Donc, nos 13,2 volts multipliés par un certain ampérage vont vous donner la puissance. Là, ils ont mis 600. Mettons que vous ayez, par exemple, on va dire, allez, vous avez un équipement, vous avez mis 2 batteries de 100 ampères, vous avez 200 ampères. Donc 200 ampères multiplié par 13,2 volts égale, vous avez 2640 wattheures de batterie. Donc ici, à la place de 600, pardon, on met, je sais plus ce que j'ai dit, 2640, c'est ça? 2640. Limite de décharge. Alors ici, on va mettre 20. Je vous explique pourquoi. 20, en fait, c'est les 20% que vous n'allez pas décharger de la batterie. Tout simplement pour augmenter son autonomie au niveau des cyclages. On peut la vider à fond. Sur une LiFePO 4, on peut la vider à fond. Mais si on veut qu'elle dure longtemps, ben, il vaudra mieux ne la décharger qu'à 80%. C'est pour ça que je mets 20 ici, parce qu'il y a 20% qui ne seront pas consommés. Consommation par jour en watts-heure. Alors là, c'est le calcul que vous allez faire vous, pour calculer ce que vous allez consommer dans la journée. Alors moi, je l'ai fait pour moi, bien sûr. Je vous montrerai, mais je vais prendre un chiffre au hasard là. C'est-à-dire que je veux, par exemple là, un camping-car équipé d'un frigo congélateur à compression, hein, pas à gaz, hein, donc qui va tourner uniquement à l'électricité. Plus recharger un vélo électrique, plus un ordinateur, 5 heures par jour, plus le chauffage, qui sera pas le chauffage électrique bien sûr, hein, gaz ou carburant, plus l'éclairage, plus la pompe à eau, plus recharger son téléphone portable, plus une GoPro, plus un appareil électrique genre en 220, donc qui marchera avec un transformateur pour broyer des légumes par exemple, avec une très petite utilisation. Voilà, enfin, vous verrez ça dans le tableau suivant que je vous montrerai. C'est mon cas. Alors, je vais prendre une consommation, je vais dire relativement faible, ça va peut-être vous paraître énorme, mais je vais prendre 1300 wattheures par jour. Et ici, vous avez l'inclinaison des panneaux. Donc, sur un camping-car, on va considérer qu'ils sont à plat, donc 0 degré d'inclinaison. Et l'azimut, c'est l'angle qui est formé par rapport au sud. Donc azimut 0, c'est plein sud. Bien sûr, s'il n'y a pas d'inclinaison, et c'est le cas ici, puisque les panneaux sont à plat, on peut mettre n'importe quel azimut, on aura toujours le même rendement. Par contre, si on lève les panneaux, si on leur met une inclinaison, par exemple en hiver, on va les lever à 45 degrés, admettons, forcément que si l'azimut il est à 0, ça sera parfait, mais si l'azimut il est à 180 degrés, c'est-à-dire plein nord, alors là, les panneaux ils ne voient plus rien, quoi, ils n'ont plus de lumière, forcément. Donc l'azimut n'a une importance que si on met une inclinaison sur les panneaux. Bien sûr. On va repasser pleine page. Et là, on va faire visualiser le résultat. Mais avant, on va choisir un endroit. Alors, on va grossir. Et puis, on va prendre... Allez, on va prendre Paris, tout simplement. Alors, hop, 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 et puis plein centre de Paris, tiens. Paf, ici. Et puis, on fait visualiser le résultat. Et là, on s'aperçoit de quoi? Vous avez à gauche l'emplacement latitude-longitude, vous avez l'horizon calculé, la base de données, ok, les panneaux solaires installés 240, watts en crête, capacité des batteries 2640 watts,
Limite de décharge, donc 20%. Consommation par jour, 1300 Wh par 24 heures. L'inclinaison du panneau 0, azimut 0. Pourcentage des jours où la batterie sera pleine, 0%. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais vos batteries pleines avec ce type d'installation. Pourcentage des jours où la batterie sera vide, 98,08%. Vous serez quasiment tout le temps avec une batterie vide. Et énergie moyenne non capturée, il n'y en a pas. Vous allez voir dans les graphes suivants. Et énergie moyenne manquante, 786 Wh. Alors vous allez voir qu'au mois de janvier, vous allez récupérer que 152,58 Wh, alors que vous en consommez 1300. Donc vous êtes déficitaire. En février, c'est un petit peu mieux. Ça va aller pas trop mal, on va dire, en juin, où là, vous allez récupérer 898 Wh au lieu des 1300. Et en juillet, vous allez récupérer 907 Wh, mais vous en consommez 1300. Donc, avec ce système-là, vous n'êtes pas autonome, ou alors vous allez pouvoir l'être, puisque dans ce calcul, on ne tient pas compte de la charge alternateur, bien sûr. Le camion, lui, va rouler, et il a l'alternateur qui va charger les batteries. Donc, on va dire qu'au mois de mai, juin, juillet, août, si vous roulez régulièrement, vous aurez l'énergie nécessaire, à condition de rouler tous les jours. Puisque si vous dépensez 1300 Wh par jour, il faudra une compensation externe, alors qui peut être aussi sur une prise dans un camping, par exemple, hein, une prise de 120, bien sûr, qui peut aussi compenser la charge des batteries. Il vous manquera un petit peu de toute façon. Voilà, donc, vous vous dites, bon ben voilà, si je veux aller à Paris et puis passer une vacance là-bas, ça collera pas. Alors, on va faire une autre simulation, bien sûr, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer d'endroit, et on va aller au sud de l'Espagne, on va aller au détroit de Gibraltar, par exemple, là, à la pointe, là, toc. Voilà, et on garde les mêmes valeurs, et on recalcule les résultats. Vous voyez que là, le chiffre a baissé. Vous n'êtes plus qu'à 83% du temps en batterie vide. Ça veut dire que de 83 à 100%, vous avez une batterie qui n'est pas vide. Mais que vous avez quand même 0,02 de batterie pleine. À 100%, bien sûr. Hein. Donc vous ne les rechargerez jamais à 100% quasiment. Mais on s'aperçoit quand même que, rien qu'en changeant d'endroit avec cette installation, on s'aperçoit qu'on est très proche des 1300 qu'on a besoin tous les jours, puisque en juin et en juillet, voilà, 1281, 1262, que 1142 au mois d'août, et en mai, on est à 1134. Donc on est très près de la consommation qu'on a tous les jours. Donc là, il va falloir rouler un petit peu moins. On ne sera pas vraiment obligé de... Enfin, on sera quand même obligé de rouler tous les jours, mais pas beaucoup. On pourrait presque démarrer simplement comme ça une demi-heure dans la journée et pouf, ça pourrait recharger. Donc là, on s'aperçoit de toute façon que pour cette dépense énergétique de 1300 Wh, on a une production insuffisante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter les panneaux solaires pour commencer. Donc, on va changer et on va passer, par exemple, on va mettre un panneau de 400 watts. Juste un seul. On passe sur un seul panneau de 400 watts avec toujours nos 200 ampères de batterie. Et on reste au même endroit, sud d'Espagne, et on revisualise les résultats. Ah, voilà qui change tout. Voilà qui change tout, puisque à partir de avril, 1301, 1302, 1299, 1297, 1270. On va dire qu'on peut être autonome quasiment du mois de avril jusqu'au mois de septembre. Voilà. Et que on s'aperçoit même qu'en septembre, il y a une production d'énergie en bleu clair là, et en bleu clair,
ce que vous avez en bleu clair, c'est la production d'énergie non capturée. C'est-à-dire que vous avez laissé passer 234,95 watts que vous auriez pu utiliser. Donc ça, on y reviendra. C'est de l'énergie non capturée. C'est-à-dire qu'en fait, comme votre batterie, par exemple, on prend le cas ici. On va prendre le cas ici où la batterie est pleine. Donc, à partir du moment où votre batterie est rechargée, c'est-à-dire dans les 45,24% du temps, à partir du moment où elle est pleine, elle est pleine. On ne pourra pas lui en mettre plus. Mais par contre, il y a encore du soleil. Et comme il y a encore du soleil, eh ben, ça vous marque sur la courbe que vous avez, par exemple, au mois de juin, 801,43 Wh que vous n'avez pas capturé. Tout simplement parce que votre batterie était déjà pleine. Donc, on peut faire mieux en augmentant la capacité batterie pour réduire ça, pour en capturer plus. Ça va permettre, par exemple, au mois de septembre, de monter au-delà de 1270. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va dire qu'on va mettre, allez, je vais mettre un chiffre au pif, 3500. J'ai mis 2005, pardon. 3500 Wh de batterie. Et on refait visualiser les résultats. Et là, vous voyez que sur le mois de septembre, je suis à 1271. Donc j'ai progressé, j'ai augmenté ma réserve, on va dire. Que j'ai encore 233,68 Wh que j'ai pas récupéré. Mais je suis très proche de mes 1300. Et que du mois de avril jusqu'à, on va dire août, on est à 1300 ampères, donc on les a. On les a sans bouger de place, sans démarrer. Et en utilisant les 1300 Wh tous les jours. Vous aurez 44,19% du temps où votre batterie sera 100% chargée. Vous aurez 40% des jours où votre batterie sera vide. Et entre les deux, votre batterie sera à mi-charge, on va dire. Voilà. Donc on se retrouve quand même avec 40% du temps où la batterie sera vide. Sur l'année, bien sûr, puisque il y a les mois de janvier qui vont être pénalisants, le mois de février qui sera pénalisant, pareil pour mars, et puis après, à partir de octobre jusqu'à décembre, ça colle pas. Donc là, on va se dire, bon, je veux quelque chose d'autonome, et de vraiment autonome, donc je vais commencer par mettre des panneaux de 400 watts, mais je vais en mettre deux sur le toit de panneaux de 400 watts. Donc on passe à 800 watts de panneaux solaires. Et on refait visualiser. Boum. Et là, on s'aperçoit qu'on a plein d'énergie qu'on n'a pas capturée, puisque bien sûr on a un bon nombre, on a deux panneaux de 400 watts, donc forcément il y a plein d'énergie qu'on n'a pas récupérée, puisqu'on reste encore avec des batteries de petite taille. Mais par contre on s'aperçoit que au mois de janvier on est à 1259, c'est-à-dire quasiment les 1300, que après on les a et que on commence à les reperdre seulement au mois de novembre, on n'en fait plus que 1236 et que 1197 au mois de décembre. C'est-à-dire que là, à la limite, là vous êtes quasiment autonome, puisqu'il suffira de démarrer un petit peu de temps en temps au mois de janvier et au mois de novembre et de décembre. Si vous roulez un petit peu, il n'y a pas de problème, vous êtes autonome. Et si vous voulez pas bouger du tout, eh ben, c'est pas compliqué, il suffit de mettre 3 panneaux. Donc vous serez sur du 1200 watts, crête de panneaux solaires. En batterie, en lithium fer phosphate, eh ben, on va passer sur du 6000. Et puis là, vous allez voir que vous êtes autonome toute l'année sans démarrer une seule fois le véhicule. Et que vous allez pouvoir même changer de région. Vous n'allez pas être obligé de rester dans le sud. On va pouvoir remonter. Là, allez, on se met sur Montpellier par exemple. Et on regarde ce que ça donne. C'est bon.
C'est bon, vous les avez presque. 1300, 1273 au mois de janvier. Et au mois de décembre, 1240. 1251 en novembre. 1283 en octobre. Et puis ensuite, ensuite vous les avez, quoi. Voilà, à partir de mars, vous avez les 1300. Il n'y a aucun problème. Et ça, c'est calculé sans inclinaison de panneau, bien sûr. Hein. Inclinaison à 0. C'est-à-dire qu'on les monte à plat et on n'y touche plus. C'est un peu la meilleure solution parce que ça évite de grimper sur le toit, de les remonter, mettre des béquilles et tout le tralala. Donc vous voyez que si vous montez en batterie et en panneau, eh ben, vous allez devenir autonome. Alors bien sûr, si vous consommiez que 1000 Wh par jour, par exemple, là, forcément, vous êtes totalement autonome avec ces paramètres-là. Voilà. On les a tous les jours, les 1000, sans bouger de place, sans démarrer, et sans aucune recharge extérieure. Donc, c'est l'outil très facile pour pouvoir faire des simulations, et vous allez pouvoir, à partir de l'estimation de votre consommation journalière, c'est-à-dire les appareils que vous avez et que vous allez allumer dans votre camping-car tous les jours, la limite de décharge, on laissera 20 parce que c'est quand même mieux de pouvoir ne pas décharger les batteries complètement. Et ensuite, vous allez pouvoir jongler avec la capacité de vos batteries, la puissance des panneaux que vous allez mettre et l'endroit où vous voulez aller. On va prendre chez nous, tiens, on reprend Paris par exemple, pouf, on reprend Paris, visualiser les résultats, ok, on va remettre une conso de 1300, voilà, et on s'aperçoit qu'on les fait, mais que l'on ne les fait qu'à partir de février, qu'on ne les fait pas, donc janvier, février, on ne les fait pas, et octobre, novembre, décembre, on ne les fait pas. Si on veut les faire en restant sur la région parisienne, il y a une chose toute simple à faire, c'est d'incliner les panneaux, tout simplement. Puisque sur ces mois-là, le soleil, il monte pas au zénith, enfin il monte au zénith, oui, mais il est rasant, il n'a pas beaucoup d'angle par rapport à la Terre. Donc, si on incline les panneaux, par exemple, de 40 degrés, en étant avec un azimut plein sud, toc, voilà, on voit tout de suite que les mois d'hiver sont remontés, qu'en février, on est bon, qu'en janvier, il manque quasiment rien, qu'en novembre, il manque quasiment rien, et qu'en décembre, il manque quasiment rien, puisqu'on est à 1221 pour 1300 consommés. Vous voyez, il manque pas grand-chose. Donc, c'est viable. C'est une installation qui serait viable, puisque là, il n'y a aucun apport extérieur. Hein. Voilà, donc je pense qu'avec ça, vous avez tout pour faire vos simulations. C'est l'outil le plus performant qui puisse exister sur le net, puisque ce sont des données satellitaires hyper précises. Vous avez tout, vous avez absolument tout. Vous avez même les... Tiens, par exemple, je ne vous ai pas montré là, mais par exemple, dans ce cas-là, là, à Paris, avec cette installation-là et cette consommation-là, les 1300 Wh, on a la batterie qui est chargée pleine à 73,19% du temps, elle est tout le temps pleine. Elle ne sera vide, complètement vide, que 3,24% du temps, ce qui représente 3 fois rien, quelques jours dans le mois, dans l'année. Le reste du temps, elle sera entre les deux, bien sûr. Et vous avez une énergie moyenne non capturée encore qui reste sur tous les mois. Donc ça veut dire qu'on peut encore améliorer le système. Et énergie moyenne manquante, il manque seulement que 484 Wh. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Hein. Donc le moindre démarrage suffira à compenser ça. Bien sûr, ça se passera surtout au mois d'hiver. Donc, suivant les trajets que vous allez faire, je parle pour les vanlifers, bah bien sûr, les vanlifers, généralement, ils sont plutôt en hiver dans le sud, et ils sont plutôt en été dans le nord. Déjà, au niveau température, c'est beaucoup plus agréable. Et comme l'isolation, c'est pas le point fort hein,
des camping-cars. Donc il vaut mieux se balader en Espagne l'hiver et aller plutôt dans le nord l'été, hein. Donc si on fait une simulation en tenant compte de ces paramètres, on voit qu'on arrive à être autonome à 100% avec des LivePocat. Parce qu'on vous dit toujours que de toute façon, vous ne pourrez jamais être autonome à 100%. Il y a toujours un moment où il faudra charger, où il faudra vous brancher, ou mettre un groupe électrogène, ou... Non, c'est pas vrai. On peut être autonome à 100%. On peut. Alors après, c'est sûr qu'il va falloir une installation assez conséquente, et bien montée, avec des bonnes batteries. Et c'est le sujet de toutes mes vidéos que j'ai fait récemment. Mais vous voyez, par exemple, que vous avez une énergie, par exemple, à partir du mois d'avril, mai, juin, juillet et août, où vous perdez 3064 Wh que vous n'avez pas capturé. Pourquoi? Parce que votre batterie est déjà pleine. Vous êtes déjà arrivé à votre consommation journalière. C'est bon, vous les avez. Donc à partir du moment où la batterie est pleine, on ne va pas lui en mettre d'autres dedans. Mais par contre, il y a une énergie non capturée qui est importante, 3064 watts. Cette énergie non capturée, on peut la capturer. Il suffit juste, comme la batterie est déjà pleine, il suffit juste de consommer. Plus vous allez consommer, plus vous allez taper dans l'énergie non capturée. Parce que là, ça va se remettre à recharger la batterie qui était déjà presque pleine. Donc vous allez pouvoir dépenser les 3000 et quelques Wh en plus. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des gros consommateurs en plus, par exemple une clim, qui va vous bouffer environ, enfin suivant les clims bien sûr, mais un bon 50 ampères. Voilà, un bon 50 ampères de l'heure, hein, attention. Hein. Donc ça va aller quand même très vite. Mais si vous êtes en juillet, en août et en juin, par exemple, dans un endroit chaud, ensoleillé, où ça cogne, et que vous avez ce type d'installation, rien ne vous empêche d'avoir 3 heures de clim dans la journée, par exemple. En plus des 1300 Wh consommés pour les autres installations. Voilà ce que je peux vous en dire. Sur ce, je vous montre mon tableau avec ma conso que j'ai estimé pour mon futur camping-car le plus tôt possible, j'espère. Voilà, donc je vous montre un petit peu mon tableau perso sur mes consos. Donc, frigo congélateur, soit en 12, soit en 220, puisque j'ai pas encore le matériel. Si c'est un frigo congélateur, environ 550 watts par jour de consommation. Ça, c'est dans le cas d'un frigo congélateur en un seul bloc. Hein. Maintenant, si on met un frigo plus un congélateur, ça peut être différent, aussi bien à la baisse qu'à la hausse d'ailleurs. Attention, il y a une très très grosse différence entre la consommation en été qui va être importante et la consommation en hiver qui sera beaucoup plus basse. Ça peut aller du simple au double. Je vous mettrai un petit tableau que j'ai récupéré auprès d'un fabricant de congélateurs en 12 volts. C'est sur un 160 litres. Donc un congélateur de 160 litres, donc aucune utilité pour moi. Mais il donne justement la consommation par rapport à la température intérieure du congélateur et par rapport à la température extérieure. Et vous allez être surpris de la consommation quand il fait chaud. Bon, l'avantage c'est que quand il fait chaud, on a généralement du soleil. Donc ça pourra pallier à la consommation plus importante. Ordinateur, et oui, un ordi ça consomme énormément. Donc déjà je pars sur un ordi portable, puisqu'une colonne c'est même pas la peine, avec un grand écran par contre. Écran de 32 pouces, hein, et avec le petit écran supprimé. C'est-à-dire que l'écran pour le PC portable, j'utiliserai pas l'écran, puisque je brancherai directement un câble HDMI sur un plus grand écran. Mais ça me permet d'avoir une consommation divisée par 2 par rapport à une colonne. 6 heures par jour, c'est quand même 42 ampères dans la journée. Alors bien sûr, il y a des choses qu'il faut faire attention, parce que l'été, forcément, vous allez être plus dehors qu'à l'intérieur, donc vous allez consommer beaucoup moins d'internet. Et ainsi de suite. Il y a plein d'autres choses comme ça, comme les lavages, il y a plein de trucs, comme un ventilateur. En plein hiver, vous n'allez pas vous en servir. Bon, c'est 3 ampères par jour. Enfin, pour une heure de consommation, c'est 3 ampères. Enfin, on va y revenir.
Machine à laver donc. Donc la machine à laver, je l'ai. J'ai calculé précisément. C'est une machine avec deux tambours. Un tambour de lavage, un tambour d'essorage. Elle fait 280 watts en lavage et 120 watts en essorage. Sur un cycle de 15 minutes. C'est une machine à eau froide, je précise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance à l'intérieur. Hein. Donc c'est à nous de mettre soit de l'eau froide, soit de l'eau chaude si on veut. Alors ça fait un moment que je m'en sers. Ça fait plus de 6 mois que je m'en sers. Ça va super bien. Donc j'ai allé en 220 volts, bien sûr. Donc il faudra que j'utilise un transformateur 12-220 pour l'alimenter. J'ai calculé précisément un cycle de lavage en comptant l'essorage. Enfin, il y a même un double essorage. Enfin voilà, j'ai calculé mon cycle de lavage que j'utilise régulièrement. Ça va me consommer 11 ampères par lavage. Donc bien sûr, on ne peut pas faire un lavage par jour non plus. Donc là, j'ai mis 11 ampères par jour, mais je ne ferai pas un lavage tous les jours. Un vélo électrique. Ah, alors vélo électrique, c'est un gros consommateur aussi. Donc, le vélo, je ne l'ai pas. Je pense savoir lequel je vais prendre. Il sera entre... Alors, c'est pas un vélo électrique ordinaire. Hein, c'est pas un 250 watts comme on peut trouver en France. Je ne veux pas de vélo 250 watts. Ça sera un vélo qui fera entre 700 et 1000 watts. Et avec une batterie entre 10 et 14 ampères. Et là, j'ai calculé la charge sur 7 jours. C'est-à-dire qu'il va me consommer, pour remplir la batterie, sur 7 jours, je vais consommer 8 ampères par jour. Alors, l'été, vous allez vous en servir plus. Il faudra le charger plus souvent, mais vous aurez le soleil. L'hiver, si je m'en sers, voilà, je m'en servirai peu quand il va faire mauvais. Donc, déjà, ça devrait correspondre à peu près 8 ampères par jour. L'éclairage. 6 heures par jour d'éclairage, bien sûr je compte pour l'hiver, hein, parce que l'été il y a beaucoup moins d'heures d'éclairage, mais moi j'ai calculé pour l'hiver, donc c'est ridicule, hein, avec les ampoules LED on est à 3,5 ampères par jour. Pompe à eau, donc ça, pour la pompe à eau j'ai calculé une pompe à eau de 50 watts, en 12 volts bien sûr, une demi-heure par jour, c'est-à-dire prendre sa douche, faire la vaisselle, tout, j'ai mis une demi-heure, on peut réduire. Hein. Box. Ah, alors je l'ai mis en rouge, pourquoi? Parce que je ne connais pas la consommation exacte. Puisque mon système, moi, ne sera pas un système avec une parabole, pardon, sur le toit du véhicule. Je vais avoir la télévision, bien sûr, mais je vais aussi pouvoir regarder Internet, des films sur Internet, faire du rechargement ou autre. Donc tout va se passer en fait sur mon écran d'ordinateur. Et pour capter, je vais mettre un système qui viendra de chez, je dirais plus le nom, Multiboutique. Voilà. Donc je cite le nom Multiboutique puisque c'est un spécialiste du système. Je ne connais pas du tout. Alors c'est un répétiteur 4G en fait, répétiteur 4-5G avec simple ou double carte SIM. Je ne connais pas du tout sa consommation. Il faut savoir qu'une box ordinaire consomme environ, en 6 heures par jour, il vous faut 15 ampères, mine de rien. Un portable, bon bah ça je l'ai, il est tout neuf. Il me consomme 33 watts, bon, ça fait 3 ampères par jour, mais il n'a pas besoin d'une recharge par jour. Une tous les 2 à 3 jours suffit. Mais je l'ai compté quand même en journalier. GoPro, alors là, moi c'est l'équivalent, environ 1 ampère par jour. Un mixeur, donc un mixeur 220 volts qui fait 600 watts. J'ai mis 3 minutes par jour. Il fera beaucoup moins de 3 minutes par jour parce qu'il y a des semaines entières où il ne servira pas. Puis de temps en temps il servira. Alors pour mixer une soupe ou un truc comme ça, il n'y a pas besoin de 3 minutes. Enfin, sachez que pour 3 minutes par jour, ça consomme 2,5 ampères, donc c'est pas énorme. Je veux l'équiper, ce camping-car, d'un ventilateur, mais d'un ventilateur assez puissant quand même, type maison, pas le petit ventilateur camping-car miniature, je veux quelque chose qui pousse quand même, donc taille moyenne, donc en 220, il sera environ 35 watts. Une heure d'utilisation fait 3 ampères. Consomme 3 ampères. Le chauffage. Alors le chauffage, j'ai pas encore décidé puisque j'ai pas l'engin, donc il faudra que je vois par rapport à ce que je vais acheter déjà ce qu'il y a d'installé dessus. Est-ce que je mettrai un chauffage au gaz ou
carburant, alors carburant varié, hein. Ça peut être soit branché sur le réservoir du véhicule, mais je pense pas, parce que je vais pas acheter du carburant pour faire du chauffage. Donc avec du chauffage, on peut mettre déjà du fioul rouge, hein, de toute façon. On peut aussi mettre du pétrole. Alors, la conso, il y a une conso électrique bien sûr parce qu'il y a une ventilation déjà, plus l'allumage. Le nombre d'heures par jour, aucune idée. J'ai compté 10 heures de chauffage sur 24 heures. C'est-à-dire que sur 24 heures, le chauffage se déclenche 10 heures. Totale approximation, mais enfin si c'est le cas, consommation 25 ampères par jour. Une hotte aspirante, et oui, je veux une hotte dans le véhicule. Alors beaucoup de véhicules sont équipés de petites hottes au-dessus des plaques. Le problème c'est que ça n'a aucun débit, c'est presque des jouets. Pour avoir une hotte qui fonctionne, il faut mettre une hotte qui a un certain débit, généralement 500 mètres cubes heure, pour avoir quelque chose de correct qui aspire réellement. Puisque dans un camping-car, c'est le gros problème. Vous avez un volume très restreint. Si vous faites de la cuisine à l'intérieur, forcément, vous allez avoir énormément de condensation. Il va falloir l'évacuer rapidement. Vous allez avoir de la fumée, des odeurs. Donc là, pour quelqu'un qui veut vivre à l'année, je trouve que c'est quelque chose de primordial. Si vous voulez faire de la bonne cuisine, si vous voulez faire réchauffer des boîtes, c'est pas un problème. Maintenant, moi c'est pas mon cas, je veux vraiment cuisiner comme chez moi. Donc, je sais pas si vous avez déjà fait griller un magret de canard par exemple. Hein. Donc si j'ai envie de m'en faire un l'hiver, alors il y a l'été bien sûr, il y a toujours la solution de faire à manger dehors, c'est pas un problème. Mais quand vous êtes coincé parce que il fait un temps de chien, il fait froid, il pleut, ou il neige, ou là vous êtes obligé de faire la cuisine à l'intérieur, la hotte elle va être très très apprécié. Donc j'ai pris un modèle 500 mètres cubes heure, 250 watts de puissance en 220, 15 minutes d'utilisation font 5 ampères. Et on arrive à un total de 160 ampères par jour, mine de rien. Et les gros consommateurs sont le frigo congélateur et l'ordinateur. Ça, c'est les gros consommateurs. Donc, il va falloir limiter le frigo congélateur l'hiver. Alors peut-être que l'hiver, il serait peut-être plus intéressant de séparer, c'est-à-dire d'avoir un frigo et un congélateur séparés. Puisque si l'hiver manque un peu d'irradiation solaire, on peut tout à fait se dire bon ça se conserve bien en ce moment, il fait frais en plus, on peut mettre des produits dans la soute par exemple si elle n'est pas chauffée, ou on peut utiliser simplement le frigo en se disant bon ça suffira, quand il y aura plus de luminosité dans les mois à venir, je rebrancherai le congélateur. C'est la possibilité. Donc ça arrive à diviser la conso par deux en utilisant qu'un frigo au lieu d'un frigo congélateur. Maintenant quand on a un frigo congélateur, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'on puisse désactiver le congélateur, autrement on n'a plus de frigo. Donc, est-ce qu'il existe des modèles où on peut séparer les deux? Je n'en sais rien. Mais bon, en ma connaissance, je n'ai pas trop vu. Voilà, donc c'est quand même une consommation énorme. C'est-à-dire qu'avec deux batteries plomb, je parle bien de deux batteries plomb de 100 ampères, ça ne suffit pas pour la journée. Voilà, tout simplement. Dans mon cas de figure, ça ne suffit pas pour la journée. Avec une batterie lithium fer phosphate de 200 ampères, oui, ça passera pour la journée, mais ça ne fera que la journée. Bien sûr, je ne compte pas la recharge si je roule et je ne compte pas l'apport en électricité photovoltaïque. Donc on se rend compte que si on veut tenir 3-4 jours sans, on va dire, soleil du tout, ou avec une recharge très très faible, il va falloir mettre quand même une grosse capacité batterie. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est mon calcul. Il ne concerne que moi. Maintenant, vous pouvez piocher à l'intérieur les engins que vous allez avoir. Par exemple, moi j'ai mis une machine à laver parce que je l'ai puis qu'elle ira dans la soute. Maintenant, si je vois que voilà, j'ai pas assez de jus et tout, rien n'empêche d'aller dans une laverie. Et puis que les jours où il fait soleil et puis que j'en recharge bien, de faire ma machine moi-même. Mais ça fait toujours une économie. L'ordinateur, c'est pareil, hein, 42 ampères jour, on n'est pas obligé de regarder 6 heures, mais bon, moi je fais de la vidéo,
Déjà, rien que pour exporter les vidéos, ça prend un temps fou, enfin du moins chez moi avec le débit que j'ai. Maintenant, si j'ai un super débit à certains endroits, je n'aurai pas pour 6 heures à télécharger, donc ça peut aller vite. Et puis je peux très bien aussi ne pas utiliser la box, puisque je peux regarder des choses sans box. Tout ce qui est dans l'ordinateur, téléchargé dans l'ordinateur, j'ai pas besoin d'utiliser la box 4G, qui fait quand même 15 ampères jour environ. On ne sait pas, il faut que j'appelle le fabricant. Il va falloir que je vois quel modèle et voir combien il consomme. Enfin voilà, ça vous donne une idée, parce qu'on oublie surtout des choses. Ah oui, j'ai oublié. Je vous ai mis en bas transfo perte, ici. Et oui, parce que les transformateurs, il y en a dans certains appareils où c'est déjà compté à l'intérieur, puisqu'il y a des appareils qui ont déjà un transfo interne. Et quand ils vous donnent la consommation, c'est en tenant compte de la perte du transfo. Par contre, il y a des appareils que je vais mettre en 220 volts, qui eux n'ont pas de transfo, comme la haute aspirante par exemple. Je les ai cochés en rouge. La haute aspirante, le ventilateur, le mixeur. Ceux-là, je vais être obligé de les brancher sur un transfo 12220. Et le problème, c'est que les transfos, ils ne fonctionnent pas sans perte. Généralement, un transfo comptait 10% de perte. Donc, vous pouvez additionner les 10% en plus pour les appareils que vous allez brancher sur un transformateur. Puisque le transformateur, par effet Joule principalement, c'est pour ça qu'ils ont un petit ventilateur, généralement, c'est pour évacuer la chaleur. Et ben voilà, ils transforment pas l'électricité à 100%. Hein. Vous en avez que 90% environ. Alors après, c'est suivant les marques. Suivant les puissances, ça va entre 90 et 95% généralement de rendement. Donc moi j'ai compté un rendement de 90%, comptons 10% de perte dans le transfert. Voilà, bien sûr tout se calcule avec toujours la même formule, P égale UI. Donc P en watts, U en volts, I en ampères. Et voilà, donc après où il faut faire des économies, bah, c'est sur la machine à laver, ça sera possible. Et puis, il faut absolument choisir un frigo congélateur avec une faible consommation, parce que là, c'est 42 ampères par jour. Et l'ordi aussi, 42 ampères par jour. Ça, c'est le gros couac. Le chauffage consomme quand même 25 ampères par jour. Et c'est l'hiver obligatoirement. Donc, voilà. Alors, bien sûr, si vous avez un frigo congèle trimixte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, vous allez pouvoir en supprimer une bonne partie de la consommation. Surtout si vous tournez au gaz à l'arrêt, il n'y a pas de souci. Si vous avez juste un téléphone portable comme certains qui n'ont pas d'ordinateur, mais bon, moi c'est pour vivre à l'année, donc j'ai envie de confort, donc j'ai envie d'avoir l'ordi et le grand écran. Alors ça c'est deux choses qui ne sont pas obligatoires, mais entre le frigo et l'ordinateur, on est quand même sur 84 ampères par jour. Alors si on regarde le reste, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir une grosse installation. Si vous avez juste un portable et un frigo trimixte, on peut se contenter d'une toute petite installation. Pour le chauffage, j'ai aussi prévu, normalement, mais ça on verra, un poêle à bois qui sera à l'intérieur. Mais ça je verrai par la suite, suivant l'engin que je vais acheter, de toute façon. Voilà. Je vais quand même vous montrer vite fait, parce que j'ai déjà un frigo glaciaire à Waeco, donc j'ai pris les mesures dessus, bien sûr. Enfin, certaines mesures pour me rendre compte de la conso et tout, par rapport à la conso annoncée. Et je vais vous faire aussi une petite photo de ma machine à laver que j'utilise. Et puis voilà. Et bien sur ce, on se quitte là-dessus. Je vous mets les photos juste pour que vous voyez. Et puis à la prochaine vidéo. Mais là, on va changer de sujet. On reprendra ce sujet le jour où j'aurai acheté le véhicule. Voici donc la machine que j'utilise. C'est une machine Apex. Je peux charger environ 5 kg humides de vêtements. Alors le modèle, il est là. Ça vaut une centaine d'euros. Et ça marche très bien. Un côté lavage, là il y a du linge dedans. Un côté essorage qui tourne à 1450 tours minute, je crois, d'après mes souvenirs. Ça essore très bien. Et ça ne chauffe pas l'eau. Voilà, côté consommation, je vous marque. Je vous filme la plaque constructeur. Donc elle est donnée pour 5,2 kg, voilà.
pour le lavage et 3,2 kg pour l'essorage. 280 watts en lavage et 120 watts en essorage. Bien sûr, c'est du 220. Donc ça nécessitera un transfo. Voilà, je suis désolé, je manque vraiment d'éclairage à cet endroit-là. Je vous montre quand même une glacière. Donc c'est une Waeco, une CFX 35. Capacité moins 22 degrés, plus 10 degrés. Voilà. Alors là, elle tourne, hein, puisque je m'en sers, je l'utilise. Voilà, c'est à peu près cette taille-là. Vous voyez, j'ai aussi branché sur une batterie pour voir. Et puis, vous voyez, j'ai aussi ma pince ampère-métrique qui est là. Voilà, je vous montre parce qu'il y en a qui me prennent pour un charlot. Donc ceux-là, ils peuvent se le mettre bien profond. Et puis bah voilà. Donc j'ai bien sûr pris la conso en courant continu, puisque c'est une pince ampère-métrique qui permet de mesurer l'intensité en courant continu, ce qui n'est pas le cas de toutes les pinces. Donc je sais à quoi ça correspond, je sais combien ça consomme. Je peux même vous annoncer que ça consomme moins que ce que le constructeur annonce au niveau de la puissance du moteur. Maintenant, faire la conso journalière, eh ben, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend comment elle est chargée, ça dépend de la température qu'on lui demande, ça dépend de la température extérieure. Donc c'est très difficile de faire une moyenne. Voilà.